Bonsoir chers amis, je me doutais que la salle serait pleine malgré les éléments météo plutôt défavorables, compte tenu de la personnalité de Christiane Collange que nous avons le plaisir de recevoir. Madame, chère Christiane, cher Jean, quand même. c'est un grand honneur pour moi de vous accueillir ce soir devant notre forum. Il doit y avoir à peu près 65 ou 66 ans, je suis allé passer un ou deux séjours à Velette-sur-Mer, dans la maison de campagne de vos parents, qui sont aussi ceux de mon ami Jean-Louis Servan-Schreiber, votre frère, que nous avons déjà accueilli, d'ailleurs avec Perlas, son épouse, le 28 avril 2016, pour faire l'éloge paradoxal de sa part de l'ignorance. Sans doute vous ai-je donc croisé dans ce petit village normand où vous habitez maintenant. Vous êtes en effet l'aîné d'une brillante fratrie, celle d'Émile, la fratrie née d'Émile Servan-Schreiber, qui avec son frère avait fondé le journal Les Échos. Cette fratrie comportait, outre Jean-Jacques, l'aîné, 3 filles, dont Brigitte Gros, sénatrice des Yvelines, vous-même et enfin le petit dernier, mon copain Jean-Louis. Jean-Jacques Servan-Schreiber, faut-il le rappeler ici, était le fondateur de l'Express, député de la République, ministre quelques jours sous Giscard. Vous avez fait vos études supérieures à l'Institut d'études politiques de Paris, puis vous êtes entré à Madame Express, que venait de fonder la non moins célèbre Françoise Giroud. Vous en êtes devenue rédactrice en chef, fonction que, sauf erreur, vous avez conservée jusqu'en 1969. Vous avez été aussi rédactrice en chef de l'Express et du Jardin des Modes, chroniqueuse au journal Elle à Europe 1, où votre biographie dit que vous fûtes la première femme embauchée, chroniqueuse aussi pour Télérama et la chaîne Info. Vous avez publié, sauf erreur de ma part, 23 livres depuis Madame et le management. Je m'étais trompé, j'avais écrit Madame la Française et l'amour. Alors le premier, c'était Madame et le management, jusqu'aux 7 familles, jusqu'au jeu des 7 familles que vous avez publié en 2011. Je vais citer ici quand même quelques-uns des livres entre les deux, qui va donner une idée de votre idée centrale de réflexion, la famille moderne. Alors voilà les titres, hein. Sacrée grand-mère, Nous les belles-mères, Toi mon Seigneur, Dessine-moi une famille, Chers enfants, Moi la fille, moi ta mère, Ce que les parents n'osent dire, et enfin le divorce au boom. Aux marges de ce même thème, évidemment, vu votre carrière, vous vous êtes intéressé plus précisément aux femmes, ce qui faisait de vous à l'époque une pionnière. La deuxième vie des femmes, La grosse et la maigre, Ça va les hommes, Madame et le bonheur, et puis le fameux Madame et le management. Vous m'avez demandé d'intituler votre conférence de ce soir Le charivari des familles. Merci d'abord de cette originalité. Je n'ai en effet pas vu ce titre dans les livres que je viens de citer, c'est donc original pour nous. Ce charivari il tient évidemment au divorce, à la rupture des ménages qui crée ensuite les familles recomposées. Et pour illustrer cette divorcialité, j'ai fait projeter 2 tableaux. Alors vous avez qu'à lire, il y a divorce pour 1000 habitants et mariage pour 1000 habitants. Voilà. Alors vous voyez la classification, j'ai essayé de mettre à peu près dans l'ordre, mais vous voyez 3,1, 3, 2, 5, etc. Et de l'autre côté, j'ai mis les chiffres correspondant au pays principal. Voilà. Donc, il y a un taux de divorce, et si j'avais fait la courbe du divorce, évidemment, on l'aurait vu croître énormément depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pour illustrer dire, j'ai donc fait projeter 2 tableaux. Voilà le premier. Vous avez là le taux de divorcialité pour 1000 habitants. On voit qu'en valeur absolue, on divorce plus dans les pays du nord de l'Europe que dans l'ouest, et que le taux est le plus bas, mais en Irlande et en Grèce. Si l'on rapporte ce taux, donc pour 1000 divorces, au taux pour 1000 mariages, c'est l'INSEE qui calcule, hein, ce qui donne le taux, ce qu'on appelle couramment le taux de divorcialité, on voit qu'il est souvent supérieur à 60%, 71% au Portugal, parce que le divorce est récent, donc il y a dû avoir brusquement une délivrance, 66% au Luxembourg, 57% en Espagne, pareil,
56% au Danemark, et en Finlande, 54% en Belgique, 53% en Belgique et en France, 54%, 53% aux Pays-Bas, et pour votre information, ça ne figure pas, il est de 46% aux États-Unis, 34% seulement au Japon, et le plus bas que j'ai, c'est 7% au Vietnam. Voilà le pays où le taux de divorcialité est le plus faible. Ces divorces conduisent à des familles recomposées. En France, et j'ai des statistiques qui peuvent... Alors voilà, vous avez le premier tableau. La part des enfants vivant dans des familles recomposées est passée de 4,7 en 85 à, vous le voyez, 11,7 en 2011. Pour ça, bien sûr. Donc, 26 ans plus tard. Alors moi, j'ai fait l'interpolation pour vous, pas besoin de faire la règle de 3 à ma place. Mais si on se place en 2019, on doit être à 11,8 et 11,9% d'enfants qui vivent dans des familles recomposées. Vous avez la part des familles recomposées et monoparentales vivant avec les deux parents, donc en garde alternée ou uniquement la mère ou le père. Et ce que vous auriez vu si les tableaux avaient été expliqués, que la vie avec la mère dans les familles recomposées est largement dominante. J'ose dire ici, au risque de me faire incendier par vous, madame, et par quelques-unes d'autres femmes de la salle, que ceci traduit aussi l'extrême féminisation des juges aux affaires familiales qui ne confèrent la garde qu'aux mères. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a beaucoup de pères qui en veulent pas. Je vous ennuierai pas plus longtemps avec mes statistiques. Charivari est défini comme un bruit, voilà, c'est la définition du Laroussin, un bruit tumultueux de huées, de sifflets et de casseroles que l'on faisait jadis devant le domicile de celui dont on désapprouvait la conduite. Quelqu'un m'a appris, hier, j'ai donc pas pu le mettre dans mon discours, qu'on le faisait aussi devant la nuit des jeunes mariés, il paraît. Bon, voilà. Alors, moi, j'ai retenu la première définition. On a encore vu, il y a 2 ans, pendant la campagne présidentielle, un candidat être assis attendu partout avec des casseroles. Mais je ne crois pas que dans votre idée, la décomposition-recomposition des familles ait cette connotation négative. Elle est devenue, si l'on peut dire, coutumière, habituelle des enfants, et les enfants, finalement, même s'ils en souffrent au moment du changement de partenaire, à condition que les nouveaux partenaires ne soient pas trop idiots, n'en souffrent pas durablement. Par contre, la famille monoparentale, trop souvent avec la mère seule, est problématique. D'abord parce que c'est là qu'on trouve la composante principale du taux de pauvreté. À votre place, madame, le sociologue Jean Viard, il y a 2 semaines, qui a étudié d'un peu plus près les gilets jaunes, nous disait que dans le personnel, si je peux dire, des ronds-points, on trouvait énormément de mères célibataires qui venaient exprimer une détresse sociale et surtout une grande solitude. On dit même que certaines ont trouvé chaussures à leurs pieds dans ces ronds-points. Le divorce, nous disait le même Jean Viard, est une composante de l'incertitude quant à l'avenir qui serait aujourd'hui la norme et qui est d'après lui une des raisons de la colère sociale. Est-ce votre avis, madame? Je vous remercie par avance de nous éclairer. Merci, cher Jean. Merci surtout à vous toutes. Je dis à vous toutes parce qu'en général, j'ai plus de lectrices que de lecteurs, je dois le dire. Mais je vois que ce soir, les hommes sont venus, ce qui me fait très plaisir. Merci d'avoir suggéré, paraît-il, au printemps, que j'étais peut-être pas tout à fait morte et que ce serait intéressant de savoir ce que j'étais devenue. Alors, je vous rassure, je vais bien. Je fais des choses passionnantes car je suis devenue animatrice d'ateliers d'écriture dans ma Normandie où j'ai pris ma retraite. Et au lieu de continuer à écrire parce que j'ai plus grand-chose à dire, je n'ai pas voulu raconter la vie de mes parents. Vous savez, quand on vieillit beaucoup, les auteurs commencent à dire « mon père était un type fantastique » ou « mon père était une catastrophe » ou « ma mère, c'était une virago » « oh, ma mère était une sainte » et ils nous font des livres avec ça. Alors moi, j'aurais pu dire beaucoup de choses sur mon père et ma mère. Je ne vous dirai pas quoi, parce que ce n'est pas toujours aimable. Mais j'ai refusé de continuer à écrire parce que dans ma jeunesse, qui a duré à peu près jusqu'à 75 ans,
j'ai senti que j'avais quelque chose à dire de plus, que j'avais un moment d'avance par rapport à l'opinion publique, des femmes en particulier. Et puis maintenant, j'ai l'impression que j'ai plus d'avance. Peut-être c'est lié un tout petit peu à mon âge. Alors il paraît que le journal local n'a pas voulu donner mon âge, ça avait peur que ça me vexe. Mais c'est une erreur. Passé un certain âge, on est assez fier de dire « Je viens d'avoir 89 ans, je suis donc dans ma 90e année ». Alors, cette rencontre avec vous m'a procuré l'agréable sensation d'avoir à réfléchir, à m'y remettre et à mettre de l'ordre dans tout ce qui m'est arrivé de passionnant dans ma vie de militante. J'ai été militante, mais une militante modérée, parce que je me rappelle, au moment de la grande époque du féminisme, il y avait des militantes déchaînées, celles qui faisaient tourner leur soutien-gorge au-dessus de leur tête, et qui s'appelaient des gouines rouges, ce que j'ai toujours trouvé pas joli comme expression. Mais moi, je faisais partie des réformatrices. J'étais une grande amie de Simone Veil, ça ne nous a pas empêché de faire beaucoup de choses, et je sais que Georgina a fait beaucoup de choses aussi, mais on n'avait pas envie de se débarrasser des hommes, parce que d'abord on en a besoin et qu'on les aime bien, et qu'ensuite c'était pas une solution. Et j'ai trouvé à un moment donné que le féminisme américain allait trop loin, et j'ai trouvé que nous, les Françaises, tout en nous battant sans arrêt, on était arrivés à avoir une position plus vivable, disons-le, plus normale dans l'évolution. Alors ne comptez pas sur moi pour évoquer avec nostalgie le bon vieux temps. Avoir vécu au féminin la deuxième moitié du XXe siècle et le début du XXIe, j'allais dire la première moitié, mais bon, d'accord. Je ne vous dis pas qu'en 2050, je serai toujours là, parce que j'aurai 120 ans, et que, en fait, c'est un âge qui va peut-être devenir très fréquent pour les petites filles dont on nous dit qu'elles auront toutes 100 ans si elles sont nées au XXIe siècle. Mais moi, je suis née pas loin dans le XXe, donc je n'envisage pas d'être encore là. Et ce qui est important pour moi, c'est de dire que ma génération de femmes a vraiment vécu un grand chambardement. Et je sais qu'on reconnaîtra sûrement en 2100 et suivant, parce que je ne fais pas partie des catastrophistes qui croient que la Terre va disparaître. Ça me paraît excessif comme jugement. Il faut s'occuper de la préserver le mieux possible, mais pas croire qu'on va tous émigrer sur Mars. Ça ne me paraît pas être une solution. Donc je crois qu'on considérera que cette période a représenté vraiment des changements considérables dans la vie quotidienne des familles et dans les relations entre les hommes et les femmes, j'allais dire dans la répartition du pouvoir entre les sexes. Alors, en fait, trois grands phénomènes collectifs ont totalement chamboulé les destins individuels des hommes, mais surtout des femmes contemporaines. Les trois grandes révolutions de notre vie personnelle, ça c'est ce qui me reste de Sciences Po. On commence toujours par dire le plan 1, 2, 3. Alors on commence, j'ai fait l'introduction, maintenant je vous dis 1, 2, 3, et après j'aurai la conclusion. Donc j'ai pas changé de méthode, c'est plus simple, on sait où on va. Donc les trois grandes révolutions de notre vie personnelle depuis un siècle ont été les progrès remarquables de la science et de la médecine. C'est ça l'essentiel, qui nous a permis d'abord de gagner 20 ans d'espérance de vie, et ensuite d'avoir la maîtrise de notre fécondité, ce qui est un phénomène inconnu sur la Terre avant notre génération. C'est quand même, il faut se rendre compte de ce que ça représente. Il faut se souvenir, et moi je m'en souviens, de la terreur que représentaient les grossesses indésirées dans les générations des femmes quand j'avais 20 ans. C'était épouvantable. On ne pouvait même pas profiter vraiment de la vie, parce que chaque mois, on se dit, alors ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe? Alors ce mois-ci, ah bon, ben ça va. Ah ben non, ça va pas. C'était vraiment obsessionnel comme problème. Donc ces progrès de la médecine sont la première chose qui nous ont changé profondément. Ensuite, il y a la généralisation de ce que je pourrais appeler le confort. Et après, il y a une remise en question
de la morale et des mœurs qui est due au changement des habitudes de vie et qui a demandé ainsi que des lois tiennent compte de cette révision éthique profonde de ce que sont les individus. Alors, toute ma vie, je me suis spécialisée et passionnée pour ce changement de mentalité et de comportement d'une certaine catégorie sociale qu'on appelait, à la fin du 20e, j'allais dire 19e, je ne suis pas si vieille que ça quand même, à la fin du 20e siècle, les cadres. Vous savez, les cadres, vous avez remarqué qu'on n'entend plus parler. C'est très étonnant, les cadres ont disparu. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'était une catégorie très spécifiquement déterminée, et que maintenant, il y a ceux qui glissent vers les classes populaires, ceux qui glissent vers les un peu nantis, et que au milieu, et c'est bien le défaut de notre société, ce milieu de la société est en régression. Alors ces cadres que j'aimais bien, qui n'étaient pas révolutionnaires comme les classes populaires, mais plutôt réformateurs, ont encouragé les politiques à accepter et à promouvoir le changement des mœurs, qui ont totalement bouleversé ce qu'on appelait dans mes jeunes années la tradition judéo-chrétienne. Moi, je me rappelle, quand on était petite, c'était tellement évident, c'était simple. Il y avait papa et maman, c'était papa qui dirigeait, c'était papa qui gagnait l'argent, c'était maman qui faisait la vaisselle, c'était papa qui, quand il en avait marre, partait à 50 ans et il y avait maman qui pleurait. Il y avait... enfin, tout était vraiment défini d'une façon tellement simple. Alors, pendant la première moitié de ma vie, on m'a expliqué que j'étais favorisée par le destin, puisque ma jeunesse adulte s'est déroulée pendant cette fameuse période historique entre 1945 et le premier choc pétrolier de 1973, durant laquelle les principaux pays d'Europe et les États-Unis ont connu une exceptionnelle croissance économique et de plein emploi. Cet essor économique s'est accompagné d'une poussée démographique importante, et ça m'a toujours un peu vexé de penser que j'avais eu mes 2 premiers fils en plein baby-boom. Parce que je me disais, comment c'est possible qu'on fasse des enfants simplement parce que les sociologues vous disent c'est le baby-boom. On fait des enfants parce qu'on a envie d'enfants. Mais n'empêche, j'ai quand même fait 4 enfants, ce qui était normal parce que j'ai fait partie de la génération du baby-boom. C'est plus du tout le cas actuellement, le baby-boom, on le verra tout à l'heure. Alors, cette expansion démographique et économique ont permis de compenser les destructions humaines et matérielles de la guerre. Alors, ces années de prospérité ont transformé les conditions de vie quotidiennes des ménages, la démocratisation des arts ménagers, les progrès du confort dans l'immobilier, l'expansion de la voiture individuelle, la multiplication des ménages à double salaire ont commencé à remettre en question les bons vieux modes de vie. Alors cette première révolution du confort matériel a libéré les femmes de beaucoup des tâches les plus lourdes, et j'ai souvent eu envie de faire une collecte sur Internet pour trouver des fonds pour mettre une statue sur une place de Paris à l'inventeur de la machine à laver. Parce que je trouve qu'on nous met des généraux qui ont tué des hommes et qu'on ne parle pas de ce mec qui a littéralement bouleversé la vie des femmes. Moi, j'en parle en connaissance de cause. J'ai eu 2 enfants à 21 et 22 ans, à une époque où d'abord les machines à laver existaient à peine en Amérique et étaient impensables en France, et où il n'y avait pas de couches jetables. Vous qui n'avez pas connu ça, vous ne pouvez même pas savoir de quoi je parle. C'était une horreur, les couches de 2 bébés. Il fallait mettre dans des grandes lessiveuses en laiton comme ça, avec un truc qui crachait de la lessive, et il fallait que ça boue sur le gaz. Et je dis souvent que je garde encore dans mes bras le poids de ces lessiveuses. Il y avait d'ailleurs des accidents tout le temps de femmes qui se brûlaient entièrement parce qu'il fallait sortir la lessiveuse, la porter dans la baignoire quand on avait une baignoire, sinon dans l'évier, et mettre ça à sécher au-dessus de la baignoire, où ensuite ça vous goûtait sur la tête pour toujours quand on essayait de se laver. Donc,
quand est arrivé les premières machines à laver, je crois qu'on ne peut même pas représenter ce que ça a été dans la vie des femmes. Il y a eu... Alors, bon, je ne vais pas développer tout, mais je vais quand même donner une liste des choses qui, matériellement, parce qu'on parle beaucoup de la révolution des idées, mais il y a aussi la révolution actuelle, évidente, et tellement importante de la vie des femmes. Alors, la première chose qui a évidemment beaucoup changé, c'est l'automobile. Bon, ça n'a pas été... la machine à laver est arrivée bien avant l'automobile, et les femmes ont mis plus longtemps à passer le permis de conduire qu'à se faire offrir une machine à laver. Mais, maintenant, l'automobile représente dans la vie des femmes la possibilité d'avoir un boulot et la possibilité d'avoir une indépendance qu'elles n'avaient pas avant. Je raconte toujours qu'à la campagne, ma mère avait une femme de ménage qui venait à pied du village au-dessus, qui était environ à 5 km. Puis la femme de ménage est venue en Solex, et c'était déjà un progrès absolument considérable. Après le Solex, on a commencé à voir les voitures. Et aujourd'hui, il n'y a plus une femme de ménage dans l'environnement de la campagne qui ne vienne pas en voiture. Ça, c'est simple. Pour moi, ça a totalement expliqué les Gilets jaunes. Parce qu'à l'époque, je disais, au XVIIIe siècle, on a fait la révolution pour du pain, parce qu'on n'avait pas à manger. Au XXIe siècle, on a fait la révolution pour du diesel, parce que c'était quelque chose qui représente la liberté et le choix existentiel qu'on a choisi. Mais il y a bien d'autres aides qui, dans un pays comme le nôtre, nous ont permis de soulager notre santé physique et de prendre notre emploi du temps en main. Alors, je cite pêle-mêle, les crèches, les maternelles, les couches jetables. Oui, je reviens sur les couches jetables parce que j'ai été obsédée quand j'étais jeune. Les cantines scolaires, les surgelés, les produits d'entretien. Il va falloir qu'on change d'habitude. D'ailleurs, je vais plaider pour la cause écologique. Il faut remplacer les produits d'entretien chimique par du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Alors, je prêche chaque fois parce que c'est très important. Bon, les drives de supermarché, les commandes par Internet, livrées à domicile, les aspirateurs. Mais vous vous rendez compte, on ne sait même plus balayer. Mes petites filles, elles ne savent pas balayer. Parce qu'il y a quoi que ce soit, on prend l'aspirateur. Les bagages à roulettes. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai une petite valise à roulettes. Sinon, à mon âge, je ne prendrais pas le train. Les bicyclettes électriques aussi. Les teinturiers. Et bien sûr, les téléphones portables. On ne peut pas parler de la famille et de la vie privée des gens sans considérer que les téléphones portables ont été une révolution absolument extraordinaire. Une révolution tout à fait bénéfique pour les mères angoissées, parce que ça permet de surveiller à quelle heure ils sont sortis du lycée, où ils sont, etc. Et que, moi je vois ça parce qu'en Normandie, dans le temps, quand il faisait un temps de chien et qu'on avait des Parisiens qui devaient arriver, au bout d'une demi-heure, s'ils n'étaient pas arrivés, on était mort d'inquiétude parce que mes enfants n'arrivaient pas. Bon, maintenant, on prend le téléphone, on appelle, parce qu'il y en a beaucoup qui ont une voiture qui peuvent même répondre, et on leur dit arrête-toi, ou on leur envoie un message, et il n'y a plus ces inquiétudes. En revanche, je dois reconnaître que le téléphone portable est à l'origine de bien des divorces. Car c'est une chose où les gens sont irresponsables. Ils ont la photo de leur chérie. Ils ont les SMS qu'ils ont échangés avec leur amant. Ça, c'est les dames. Les dames conservent des SMS, les hommes conservent des photos. Et je ne saurais trop recommander aux ménages, pour assurer la paix des ménages, de ne pas essayer de regarder dans le téléphone de l'autre, qui est toujours une pièce à conviction dramatique, qui n'est d'ailleurs pas reconnue par les par les tribunaux, j'ai failli dire les hôpitaux. Bon, alors, donc ça, le téléphone portable, on pourrait faire toute une conférence sur le téléphone portable, ça a représenté, c'est même effrayant, à partir de, disons, 13-14 ans, ils ont le téléphone greffé dans la main. Alors moi, je vois ça avec mes petits-enfants, ils m'envoient des SMS. Moi, mon téléphone est dans mon sac,
Puis de temps en temps, je le sors. Et alors il m'engueule. Mais t'as pas répondu à mon SMS. Ben non, pendant 2 heures, j'avais pas le téléphone greffé. Eux, c'est fantastique. On leur pose une question et la réponse arrive avant qu'on ait eu le temps même de... Ils ont toujours le téléphone dans la main. Bon. Alors, pourquoi avoir choisi le mot charivari pour définir l'évolution, ou je devrais plutôt dire la révolution, à laquelle nous avons tous assisté en acceptant de remettre en cause les bases fondamentales de nos vies privées, tant au niveau de nos vies personnelles et professionnelles que dans nos rapports aux autres, en particulier au sein des couples et des familles. Alors franchement, charivari, c'est pas exagéré comme qualificatif de ces derniers 3/4 de siècle, parce que c'est vraiment un charivari. Je vous citerai pour exemple. Alors ça, vous voyez, c'est pas du tout possible. C'est ma montre qui fait téléphone. Et j'ai oublié de l'arrêter. Attendez, je vais l'arrêter. Ça fait chic dans une conférence, non? C'est pas fait exprès. Oui, franchement, charivari n'est pas exagéré, parce que dans ces derniers 3/4 de siècle, tout a vraiment changé. Alors j'étais sur le point de vous parler de ma grand-mère. Ma grand-mère, qui était une brave femme, pas géniale, mais sympathique. L'une d'elles, l'autre était une vache, mais solide. Donc très très méchante. Enfin, pas gentille. On avait vraiment le choix dans les grands-mères. Donc la plus gentille, il lui est arrivé un drame dans sa vie, c'est que son mari, qui était chirurgien à la guerre de 14, n'est jamais revenu de la guerre. Non, il n'était pas mort. Il était parti avec son infirmière major et il avait plaqué sa femme et ses 2 enfants. Et ma grand-mère, c'est très intéressant, s'est habillée en noir pour que tout le monde croie qu'elle était veuve de guerre. Parce que dire qu'elle était divorcée, c'était pas possible dans sa vie. Donc elle est restée en noir toute sa vie pour qu'on croie qu'elle était veuve. Elle n'était pas veuve. Moi, je suis allé voir le coquin. Il était très joli garçon, d'ailleurs. Mais il était fâché avec toute sa famille. Et ma grand-mère ne l'a jamais revu. Et les filles, ça a été un drame dans leur vie. On les a séparées de leur père parce qu'il avait voulu divorcer. Vous vous rendez compte aujourd'hui ce que ça représente dans les mentalités. Par exemple, ma grand-mère, elle a eu 2 filles. Et les 2 filles n'ont eu qu'un mari. Formidable. Ma mère a eu 5 enfants. Et avec ses 5 enfants, elle a vécu 7 divorces. Formidable. Je veux dire, c'est une évolution absolument remarquable. Alors moi, qui ai eu 4 enfants, 4 fils, j'étais très snob il n'y a pas longtemps et je me disais, comment ça se fait? Moi, j'ai divorcé 3 fois et j'ai pas un enfant divorcé. Et alors, il y a 2 ans, paf, paf. Mais ça a été, en l'espace de 2 mois, 2 divorces. Absolument imprévisibles. Et c'est une des choses qui est très intéressante avec ces séparations, c'est que si ça ne vous arrive pas à vous personnellement, vous ne comprenez jamais pourquoi. Vous dites, mais pourquoi ils ont divorcé? Eh bien, ils ont divorcé parce qu'ils n'avaient plus envie de vivre ensemble. Ce qui était un argument absolument absurde au siècle dernier. Alors, cette révolution, elle s'est imposée sous la pression de l'opinion publique, surtout dans les générations de femmes jeunes, disons post-68 armes. Alors, à l'origine, bien sûr, la contraception. Je reviens là-dessus parce que je voudrais rendre un hommage gentil et posthume, malheureusement, à Lucien Neuwirth. Parce qu'on a énormément parlé de Simone Veil, qui était mon amie, et Dieu sait que la loi Veil a été importante. Mais c'est Lucien Neuwirth qui a obtenu la contraception en 1967. Et c'était... il a obtenu de Gaulle, et Dieu sait que De Gaulle, dans le genre, c'était plutôt coincette, et qui a promulgué la version définitive de la loi dite Neuwirth, qui a légalisé la pilule et la contraception. Alors il paraît que le général aurait dit à Neuwirth, vous avez raison Neuwirth, transmettre la vie est un acte important, il devrait être un acte conscient. Ce que je trouve une jolie formule. Alors, elle a été à l'origine d'une mutation profonde entre les sexes, c'était évident, en dissociant sexualité et fertilité.
Et évidemment, elle a, comme dirait l'autre, libéré les mœurs. Parce que il s'est passé des choses tellement fondamentales en l'espace de, disons, 67, enfin 68 quoi, et la fin du 20e. Ensuite, on va avoir la deuxième vague au 21e, qui est la vague actuelle, où c'est en train de bouger très fort aussi. Mais dans la première vague, je vais vous donner quelques-unes des étapes importantes de ce long chemin qui, entre nous, n'a pas encore fini la longue progression vers la parité absolue entre les hommes et les femmes. Je n'appelle pas ça la libération des femmes, j'appelle ça la parité. Alors d'abord, il y a eu les études, de plus en plus longues pour les filles comme pour les garçons. Avec les garçons, qui étaient meilleurs que les filles, c'est comme ça, mais qui ont mis longtemps, enfin disons une trentaine d'années, à comprendre qu'elles pouvaient non seulement faire des études, mais en tirer parti pour faire des carrières. Alors, c'est frappant chez la génération de ce que j'appelle mes grandes petites filles, c'est-à-dire les femmes ou de mes petits-fils qui ont entre 30 et 40 ans. C'est très très frappant le rapport qu'elles ont à leur carrière par rapport à nous qui avions toujours l'impression qu'il fallait un peu nous excuser, qu'on obtenait quelque chose de pas si simple. Et elles sont tout à fait convaincues qu'elles y ont droit et en avant-marche. Alors, ensuite, il y a eu la contraception, donc en 67, la reconnaissance des enfants adultérins par les hommes mariés. Vous l'avez oublié celle-là? Moi pas. En 72, et c'est ce qu'on a appelé les Mazarins et les Mazarines. C'est-à-dire que jusque-là, les hommes mariés n'avaient pas le droit de reconnaître un enfant, et ça faisait des enfants adultérins, et qui portaient le nom de leur mère. Et à partir de 72, les hommes mariés ont eu le droit de reconnaître un enfant qu'ils avaient eu avec une femme en dehors de leur mariage. Dans la famille, on a eu un Mazarin comme ça, et une Mazarine d'ailleurs dans la famille de mes frères, de mes fils, qui ont une sœur qui a été une Mazarine, et qui est par exemple plus jeune que ses neveux. Voilà. Hein, mes fils ont eu des enfants et ils ont une Mazarine qui est plus jeune que leurs enfants. Ensuite, il y a eu la puissance paternelle qui a disparu en 70 au profit de l'autorité parentale. Ensuite, et bien sûr, il y a eu la loi Veil sur l'IVG, le 17 janvier 75, qui accorde la possibilité d'interrompre une grossesse à toutes les femmes. Ensuite, la facilitation du divorce, désormais possible par consentement mutuel grâce à une loi de juillet 75, et puis l'espérance de vie en bonne forme qui prolonge de près de 20 ans les années de vie commune et personnelle, ce qui n'est pas toujours un avantage. Et bien sûr, les toutes dernières évolutions, celles du XXIe siècle, avec le Pax, suivi de la reconnaissance du mariage pour tous, c'est-à-dire pour les couples d'homosexuels. Franchement, ma grand-mère, elle n'en serait pas revenue. Elle était morte, mais elle aurait été complètement saisie. Et enfin, ces dernières semaines, la PMA, ou procréation médicalement assistée, qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale, qui était jadis réservée aux couples mariés stériles, et qui peut désormais être accordée à toutes les femmes, avec ou sans homme, avec ou sans femme. C'est parce que j'ai vécu ces combats passionnés de la contraception à la PMA que je m'efforce de rappeler souvent à mes grandes petites filles que tous ces progrès sont récents et que la vie sexuelle et maternelle des générations précédentes était infiniment plus difficile souvent que la leur. Alors je voudrais tellement les encourager à ne pas gâcher cet atout essentiel de leur liberté qui consiste à pouvoir avoir des relations amoureuses avec un homme qu'elles aiment, sans risquer une grossesse indésirée. Un avortement, bien que légal, est toujours un acte qui risque de perturber gravement les relations au sein d'un couple. C'est mon opinion. Je ne suis pas pour la contraception ramenée à l'avortement. Néanmoins, je reconnais qu'il vaut mieux renoncer à une maternité que de mettre au monde un enfant catastrophe qui risque d'être victime du désamour ou plutôt du non-amour de ses parents. J'insiste sur ce privilège accordé aux jeunes femmes
des générations récentes de pouvoir mettre au monde des enfants désirés, parce que j'ai connu personnellement les deux situations. Ayant été mère à 20 ans, 21 ans, d'un deuxième enfant imprévu, mais alors vraiment imprévu, il y en avait un mes deux fils sont nés le même jour à 1 an de distance, et mère 10 ans plus tard, à 30 ans, de 2 autres totalement désirés et arrivés presque à l'heure choisie. Mes sentiments maternels, je dois le reconnaître, n'ont pas été du tout les mêmes vis-à-vis de ces deux naissances. Et il m'a fallu des années pour rétablir une sorte d'injustice dont a pu souffrir l'enfant qui n'avait pas été prévu au programme. Alors je crois que ça, c'est une des joies de la vie, c'est de mettre au monde un enfant voulu et attendu par ses deux parents, ou même profondément souhaité par une femme qui craindrait, sans connaître les joies de la maternité, de mourir sans avoir connu ça. Alors j'ai fait récemment la connaissance d'une femme de 42 ans, je crois, qui n'avait rencontré dans sa jeunesse ni un grand amour, ni même un gentil compagnon avec lequel elle avait eu envie de fonder une famille. Elle a décidé, il y a 3 ans, d'aller pratiquer une PMA en Israël. PMA étant programmation médicalement assistée. Pourquoi Israël ? Alors qu'elle aurait pu très bien aller en Espagne ou en Belgique, où c'était possible, et où beaucoup de femmes allaient. Cette jeune mère m'a dit que c'était le seul pays, avec la Californie, où l'on peut choisir sur catalogue, avec les photos et les diplômes universitaires, le monsieur qui vous inséminera avec un tube. Et elle avait préféré, étant très brune, aller en Israël pour trouver un type vraiment méditerranéen. Elle était formidable de bonheur en parlant de son fils. Voilà, je vais vous dire, disait-elle, j'aurais préféré trouver un père pour mon enfant, mais la vie ne m'a pas offert cette chance. Toutes mes expériences en couple ont été décevantes et ont tourné court. Sûrement un peu de ma faute, mais pas uniquement. C'est ma vie professionnelle qui a bouffé ma jeunesse. Et je risquais de vieillir seule sans avoir connu les joies de la maternité et sans avoir accompli mon destin d'être humain dont la raison d'être essentielle, après tout, j'en suis convaincu, c'est de donner la vie et de transmettre la vie. D'ailleurs, je suis convaincu, m'a-t-elle dit, que j'ai presque plus de chances de rencontrer un homme maintenant que je n'ai plus en tête de choisir un père en même temps qu'un compagnon. Alors, ce dernier argument m'a paru un peu spécieux. Trouver plus facilement un mec quand on a un enfant à charge, ça me paraissait pas évident. Et pourtant, je dois constater qu'à partir d'un certain âge, il est de plus en plus difficile de trouver un compagnon parfait, aussi bon amant que gentil père. Au fond, les arguments des partisans de la PMA m'ont rappelé le combat de Simone Veil concernant l'interruption de grossesse. À partir du moment où ces possibilités médicales sont pratiquées dans de bonnes conditions de sécurité pour les parturientes dans plusieurs pays occidentaux, seules les femmes nanties et informées avaient les moyens financiers d'en profiter. Elles pouvaient aller avorter dans de bonnes conditions, alors que les femmes du peuple avaient des avortements absolument abominables. Eh bien, c'était vrai à l'époque de la loi Veil pour les interruptions de grossesse, et ça l'est de nos jours pour la procréation médicalement assistée. La majorité des femmes ne peuvent en bénéficier, ne pouvaient plutôt, puisque maintenant ça va y aller, ne pouvaient en bénéficier qu'à condition d'avoir des moyens. Alors chacune étant libre, bien sûr, je tiens à le dire, parce que chacun a ses opinions, de refuser ces progrès scientifiques si leur conviction religieuse leur interdit d'y avoir recours, mais chacune étant libre de confier à la médecine leur corps pour réaliser sans risque leur choix existentiel. Personnellement, j'ai évolué sur cette question de la PMA qui vient d'être votée là. Au début, cette fertilisation scientifique et sans contact entre deux partenaires, comme cela se passe dans les fermes, pour les vaches, les brebis et les truies, ne me semblait pas tellement souhaitable. À franchement parler, j'ai toujours préféré la méthode classique. Et puis,
étant farouchement contre la GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui, je n'avais pas suffisamment fait la distinction entre les deux pratiques. Si vous avez des discussions sur ce sujet, on vous mêle toujours la PMA et la GPA, ce qui n'a aucun rapport. Donc, autant je trouve envisageable d'accorder à toute femme le droit d'avoir un enfant, quel que soit son statut social, qu'elle soit célibataire, homosexuelle ou éventuellement veuve, mais pour l'instant, la loi française ne l'accepte pas pour les veuves. Et je me suis renseignée pour savoir pourquoi on n'acceptait pas pour les veuves. Et bien c'est parce qu'on avait peur que ça fasse trop d'histoire au moment de l'héritage. Parce qu'on pourrait considérer que les enfants d'un homme de son vivant étaient des enfants désirés, alors qu'une femme qui se servirait de son mari mort et du tube congelé où il y a ce qu'il fallait pour être enceinte, n'avait pas le consentement de son mari puisqu'il était mort, ça c'est sûr, il n'y a pas de consentement puisqu'il est mort. Mais je crois que ça n'a aucun rapport avec la GPA qui consiste à faire porter un enfant pendant 9 mois pour se le voir ensuite retirer à la naissance moyennant de l'argent. Bon, parce que j'ai été enceinte, parce que je ne veux pas quand même que l'être humain devienne une marchandise, je ne crois pas que ça, ce soit une bonne solution. Parce que, je ne sais pas si vous aviez vu ce reportage à la télévision sur les mères porteuses en Inde, qui est maintenant le pays où on porte le plus d'enfants comme ça. C'était comme un camp de concentration, c'est-à-dire des baraques avec des bas-flancs, et sur ces bas-flancs, il y avait des femmes avec des ventres plus ou moins gros, et à côté des baraques, il y avait la clinique, où généralement des Américains, car ce sont beaucoup les Américains qui le font, arrivaient pour demander à avoir un enfant, à acheter un enfant, car ça coûte cher, un enfant. Et alors on vous dit, oui mais c'est merveilleux, pensez que ces femmes qui ont cet enfant, ça leur permet d'élever les autres. C'est quand même assez abominable quand on y réfléchit, d'être obligé d'être enceinte et de se faire enlever l'enfant qu'on portait. Donc je ne veux pas qu'un enfant soit un droit pour tous, sans se soucier de la façon dont il vient au monde, et surtout du ressenti de la femme qui l'aurait porté. Je ne crois pas à la GPA, ben non, vous êtes peut-être d'un autre avis, on est là pour discuter après. Alors évidemment, autre atout de la contraception, puisque j'ai décidé de vous choquer, je vais continuer. Et non des moindres, la découverte pour beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, dès leur adolescence souvent, d'une vie sexuelle plus satisfaisante que depuis que le monde existe, parce que libérée de la hantise des grossesses non désirées. Quand je pense que dans ma jeunesse, mon père m'avait expliqué qu'il fallait que je reste vierge jusqu'à mon mariage. Vous inquiétez pas. C'est à peu près ce que tous les pères du siècle dernier et des précédents recommandaient à leurs filles. De nos jours, les choses ont bien évolué. Une de mes petites filles, à 14 ans environ, m'a demandé « C'est quoi une vierge, mamie ?» Et je suis restée absolument saisie, parce que cela supposait que personne ne se soit donné le mal de lui préciser ce point de morale sexuelle, la virginité qui paraissait fondamentale aux parents dans les siècles des siècles. Non mais c'est quoi une vierge, mamie? Alors je vous dirais qu'ensuite on est passé à la Vierge Marie. Et alors là j'ai pas touché définitivement, parce que ce que je lui disais lui paraissait tellement incroyable. Et bon. Alors pour illustrer cette évolution des mentalités et des mœurs sexuelles grâce à la contraception et à l'éducation, je voudrais vous raconter l'histoire de mes 2 conférences à Nantes. Ça se situe environ sur un délai de 30 ans, 1960-1990 à peu près. C'est là que tout a explosé. Alors je vais une première fois à Nantes faire une conférence, et étant très militante de la contraception à l'époque, ça devait être avant la loi Neuwirth, mais on se battait comme des folles. Je dis, et d'ailleurs, quand nous aurons réussi, j'étais sûre de réussir, ça sera formidable parce que tous les jeunes
auront une vie sexuelle avant de se marier. J'ai été sortie de la salle sous les huées, il n'y a pas d'autre mot, d'avoir osé prononcer cette vérité à Nantes dans les années 60. 30 ans plus tard, à l'occasion de la sortie d'un de mes livres sur les difficultés de relation entre les parents et les ados, je retourne à Nantes. Même salle, apparemment même public, des quinquas un peu intelligents. Et m'a-t-il semblé, face à un public d'adultes qui étaient les enfants de mes précédents. Alors, je raconte l'histoire, je leur raconte comment je m'étais fait sortir de la salle en 60, et j'ajoute, d'ailleurs, parmi les pères et mères qui sont ici, combien savent que leur jeune, garçon ou fille, a déjà sauté le pas, qu'il lève la main. Et à ce moment-là, une forêt de mains s'est levée, et j'ai pu ajouter, non seulement les parents de Nantes savent que leurs jeunes ont déjà fait l'amour sans aucun lien légal, mais en plus, ils ne s'en cachent pas, puisque vous avez levé la main. Et il y a eu un grand rire dans la salle, parce qu'ils se sont rendus compte eux-mêmes que ça ne les avait pas frappés de dire que les jeunes, maintenant, avaient un plaisir physique. Alors je sais que certains parents d'aujourd'hui, il en reste toujours, regrettent cette libéralisation des mœurs qui ne correspond ni à leur éducation, ni à leurs convictions. Moi pas. Je crois que le plaisir physique fait partie des joies de l'existence et que trop de femmes en ont été privées au cours des siècles par stigmatisation religieuse et sociétale de la sexualité. Donc, je regarde d'un œil attendri et quelquefois envieux, je l'avoue, mes jeunes profiter de leur jeunesse, à condition bien sûr qu'ils ne galvaudent pas leurs sentiments, c'est plus facile à dire qu'à faire, et qu'ils soient bien informés des conséquences de leurs actes. Et puis, s'ils ne veulent pas vous écouter, on peut toujours les envoyer chez une gynécologue intelligente ou un généraliste moderne qui puisse se charger de les informer. Alors après le bilan du changement, je dois reconnaître que les conséquences n'ont pas fini d'agiter la vie privée des générations à venir. Les rôles des deux sexes dans la vie familiale, et donc dans la vie en général, sont en constante redéfinition. Pour vous dire toute la vérité, doucement, pour ne pas choquer, parce qu'il y a pas mal d'hommes, je suis inquiète pour les hommes. Parce que depuis quelques années, ça va vite, les femmes. Et un jour, il y a eu l'Express qui avait demandé en 1999 à une série de gens, journalistes, de dire ce qui leur faisait peur pour le XXIe siècle. Et j'avais écrit un article en disant, moi, ce qui me fait peur au XXIe siècle, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec les hommes. À l'époque, c'était gonflé. Maintenant, ça a l'air de se vérifier. Alors, désormais, le pouvoir au sein des couples est mieux réparti dans les classes moyennes, où les statuts professionnels de chacun des partenaires se rapprochent, tant sur le plan des responsabilités que sur celui de la participation financière au budget commun. Évidemment, maintenant, il y a des comptes en banque communs, et je dois dire, alors, je vous avais dit qu'on avait eu des Mazarins et des Mazarines dans ma famille, mais j'ai eu 2 exemples dans ma famille de filles qui avaient des situations supérieures aux garçons, et qui, étant envoyées l'une au Maroc et l'autre en province, ont dit à leur mari, bon, alors je pars, parce qu'elle gagnait beaucoup plus d'argent, une d'entre elles était, comment on dit, X-pont. Il faut dire que là, il n'y a rien à dire, le mec n'était pas X-pont du tout, mais il s'aimait beaucoup, hein. Ils ne sont pas encore divorcés d'ailleurs. Et elle a dit au mari, tu t'occupes des enfants, du déménagement et tout, moi je pars. Et le mari a accepté. Et puis j'ai eu un autre sur une de mes nièces, où il avait un commerce qui ne marchait pas terrible, et elle a fait une carrière brillante. Et pendant des années, ils avaient 2 enfants. Le père s'est occupé des enfants pendant qu'elle gagnait largement la vie du ménage. Alors, bien sûr, tout ça est dû aux événements, mais ce qui est nouveau, si vous voulez, c'est qu'à partir du moment où le couple ne vous rend pas heureux ou heureuse, on peut envisager d'y mettre fin sans pour autant renoncer au bonheur. Divorce et malheur sont souvent concomitants, mais pas toujours.
Alors, dans les 10 dernières années, j'ai assisté parmi les couples de mon entourage à 3 phénomènes nouveaux qui sont en cours de route. D'abord, la multiplication, bien sûr, des divorces et des ruptures, avec un divorce tout à fait chic et récent, qui est, au moment de mi-vie, les divorces demandés par les femmes, et non par les maris, et par des femmes qui n'ont pas forcément un amant, et qui veulent juste gagner en liberté, et en ont marre du mari qui rentre à 8h du soir. Alors là, il faut que les enfants soient partis. Hein. C'est pour ça que c'est à mi-vie, les enfants ont 20 et quelques, c'est entre 50 et 60. J'ai 2 exemples récents. Un beau jour, elle regarde son mari et elle dit « je m'en vais ». C'était impensable avant. C'était les hommes qui partaient. On disait toujours qu'ils avaient envie de faire l'amour avec des choses plus jeunes. Eh bien, maintenant, les femmes partent simplement pour ne plus avoir à faire la cuisine le soir. J'exagère, mais c'est pas si loin. J'ai eu 2 exemples typiques. Et puis, une fois libérés, bien sûr, il leur arrive souvent de rencontrer d'autres occasions de former un couple, mais contrairement aux hommes, elles peuvent rompre une union sans forcément déjà vivre la suivante. Tandis que les hommes ne divorcent que quand ils sont amoureux de quelqu'un d'autre. Ça, au moins, c'est simple et c'est classique. Alors, c'est mignon d'ailleurs, parce que bon, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me dire « oh là là, il est parti, mais alors, tu comprends, je me fais beaucoup de soucis, ça doit être une dépression nerveuse ou un burn-out. » Et je dis toujours « écoute, il faudrait peut-être mieux voir, éventuellement, si c'est pas une autre. » Et j'ai un souvenir comme ça d'une de mes amies qui était une grande psychanalyste, et son chéri, qui était bien d'ailleurs, la quitte, et elle me dit « non mais tu te rends compte, c'est terrible. » Je lui dis, tu sais, il faudrait peut-être savoir quand même s'il n'y a pas une autre dame. Et 3 mois après, elle me téléphone. Ah, le salaud. Mais elle était dans un état, elle ne s'était pas doutée. Bon, maintenant, on se doute quand même. Alors d'abord, les divorces, donc. Ensuite, les familles recomposées. Alors, si les individus changent de partenaire de plus en plus souvent au cours de leur vie, ils ne changent jamais d'enfant. Ils créent alors des familles recomposées en mélangeant leurs petits ou leurs grands enfants issus de couples précédents. Ce qui n'est pas sans créer des problèmes compliqués. Je parle d'expérience. Il faut beaucoup de tendresse pour élever ou simplement cohabiter avec les enfants d'avant. Et il faut bien reconnaître que les hommes sont souvent plus conciliants dans ce domaine que leurs nouvelles partenaires. Tout va bien si la nouvelle n'a pas d'enfant à elle. Et n'a pas l'intention d'en avoir, donc elle se charge des enfants du monsieur. Mais ça ne va pas du tout quand elle a des enfants personnels, et les belles-mères par remariage n'ont pas très bonne réputation, car elles refusent de lâcher leur propre môme et ne sont pas toujours prêtes à considérer leur nouveau foyer comme ouvert aux enfants du premier couple de leur nouveau partenaire. Réfléchissez à ça, messieurs, si vous avez l'intention de changer de compagne, vérifiez ce qu'elle a comme enfant. C'est de là que viendra le 2e, puis le 3e divorce. Enfin, le 3e phénomène actuel sont les couples qui ne veulent pas d'enfants. C'est un phénomène assez récent et lié en grande partie aux menaces sur le climat et au réchauffement de la planète. La peur de mettre au monde des enfants, des petits terriens, menacés par les inondations, les famines, les immigrations climatiques, arrive à décourager certaines jeunes femmes d'enfanter, ce qui était pourtant depuis l'origine de l'humanité une de leurs raisons évidentes d'être au monde. Parmi mes 9 petites filles, j'en ai déjà 2 qui envisagent une vie sans maternité, et c'est sans doute le point qui m'inquiète le plus dans toutes les révolutions actuelles. Sur ce plan, je ne suis pas du tout moderne. Je considère que les enfants ne sont pas des chiens, qu'on choisit d'adopter quand ça vous arrange pour combler le vide. Remarquez d'ailleurs à cet égard que beaucoup de jeunes ménages qui n'ont pas d'enfants ont des chiens, et que le chien est fait pour remplacer les enfants qu'on ne met pas au monde. Alors il y a 20 ou 30 ans, j'aurais été fier, à la fin d'une conférence comme celle-ci, de vous annoncer que la France était, pendant la deuxième moitié du XXe siècle,
un des pays occidentaux où la femme avait réussi cette remarquable performance d'avoir à la fois un taux d'emploi parmi les plus élevés d'Europe et un taux de fertilité remarquable de 2 enfants par femme. Je crois aujourd'hui que beaucoup de mères et de grand-mères comme moi, que l'avenir des générations du XXIe siècle et leur désir de créer une famille ne soit gravement compromis par ces dangers climatiques qui les menacent. Mais comme je suis toujours et définitivement optimiste, je continue à espérer du fond du cœur que les hommes ne seront pas assez stupides pour marcher les yeux fermés vers le cataclysme final. J'espère surtout, parce que ça je leur fais conscience, que les femmes sauront les en empêcher, puisqu'elles ont désormais le pouvoir de faire entendre leur voix et qu'elles pèsent pour plus de la moitié de l'humanité. Je ne savais pas que vous aviez 89 ans, madame, chère Christiane. Mais et je le crois encore moins maintenant. Bon, vous vous vieillissez, chère Christiane, certainement. Bien, écoutez, peut-être, je suis même sûr qu'il va y avoir des sujets de débat, même si je pense qu'il y a un relatif consensus dans l'assistance avec ce que vous nous avez dit. Il n'y a pas un monsieur qui veut m'engueuler? Georgina? Oui. Vas-y. Moi d'abord je vous remercie beaucoup parce que vous me rappelez des souvenirs frais qui sont ravivés par votre enthousiasme et par votre militantisme et j'en suis vraiment ravi. Donc merci. Moi j'ai une vraie question. Je vois l'évolution des femmes, je l'ai accompagnée et aujourd'hui je me demande vraiment où est la place des hommes. Franchement, c'est pas polémique, c'est pas pour me moquer de quoi que ce soit, mais je trouve que c'est difficile. Je trouve que c'est pas facile d'être. Alors, voilà, où est leur place, d'après vous? Vous signalez le fait que ça sera difficile, mais comment est-ce que vous la voyez? Comment voyez-vous l'évolution des choses avec des femmes qui prennent beaucoup de pouvoir, quelquefois trop, ou quelquefois pas assez, qui trouvent une parité qui est encore en devenir, et alors, où est-ce qu'elles vont trouver, et comment est-ce qu'elles vont définir leur position par rapport aux hommes? C'est une vraie question pour moi. Écoutez, je vous dirais que, toujours parce que je suis une grande optimiste, je crois qu'il ne faut pas opposer le devenir des hommes à celui des femmes. Et je crois que quelques-uns, j'en ai trouvé quelques-uns, quand on arrive à se considérer comme des individus au même niveau, avec cette différence considérable qu'on est un homme et une femme, on peut arriver à trouver un équilibre satisfaisant. Mais ça demande de la part des hommes de renoncer à tout ce qui est leur image traditionnelle de costaud, comment je dirais, oui, ils sont plus costauds physiquement et on en a souvent besoin. Hein. Dieu sait qu'ils nous portent les valises de temps en temps et que moi ça ne me choque pas du tout qu'ils le fassent plus. Non, mais à un moment donné, les féministes, elles avaient horreur que les hommes les aident. Non, pourquoi pas? Mais il y a aussi que les femmes représentent pour les hommes comment je dirais, un savoir-vivre dont ils ont besoin. Et il faut sortir des conceptions traditionnelles de l'homme costaud et de la femme faible ou du prince charmant. Et si les hommes doivent renoncer à leur rôle de costaud, les femmes doivent arrêter d'attendre le prince charmant. Les hommes ne sont pas des princes charmants. Ce sont des individus qui peuvent avoir avec nous des moments ravissants et très utiles, qui peuvent partager les mêmes joies que nous. Il n'y a pas des joies très différentes pour les hommes. Les femmes sont ambitieuses, les hommes sont tendres, les femmes sont de bonnes mères, mais les hommes peuvent être de très bons pères. Vous voyez ce que je veux dire? On a toujours opposé les hommes et les femmes. Moi je crois que le but, et j'ai vu ça chez un ou deux des jeunes ménages de la famille, où vraiment il y a une espèce d'osmose qui se fait,
Et ils sont bien ensemble. La seule chose, c'est que ça ne dure pas 60 ans. Car quand on se marie à 30 ans, moi je viens d'avoir 90, donc il y a 60 ans à vivre ensemble. Et moi je me suis mariée à 20 ans, c'est pour ça que j'ai beaucoup divorcé. Je crois que le mariage n'a jamais été fait, sauf au temps du Christ où l'espérance de vie c'était 33 ans. C'est-à-dire qu'on avait juste le temps de faire des mômes et de mourir, de les élever vaguement. Mais je crois qu'on aura plusieurs vies. Et dans plusieurs vies que les hommes et les femmes doivent accepter. Alors, ceux qui auront une chance extraordinaire, ils auront toujours tout de suite trouvé le bon et ils n'auront qu'une seule vie. Mais trouver le bon pour 60 ans, c'est costaud, hein. Quoi ? C'est vrai. Non, alors, il n'y a plus cette pression sociale pour dire c'est bien d'être ensemble pour toujours. Donc il faut que ce soit un choix délibéré et une satisfaction. Alors il y a des tas d'occasions d'être mal ensemble, mais on pourra avoir plusieurs couples. Je ne crois pas du tout au côté vous vous mariez pour la vie et l'éternité. On aura plusieurs couples, on changera de partenaire. Et les hommes, ils trouveront leur compte parce qu'ils aiment bien changer de partenaire. C'est eux qui décident. Quand c'est eux qui décident, oui. Ils n'aiment pas pour l'instant quand on s'en va. Mais... les jeunes, je prends un autre exemple. J'ai une autre de mes petites filles, parce que j'ai toujours des exemples familiaux, parce que j'ai une horde. Hein. J'ai 14 petits-enfants et 7 arrières. Alors vous voyez, j'ai de quoi réfléchir sur le rôle de la famille. J'ai une autre de mes petites filles que j'aime beaucoup, qui vit avec un compagnon tout à fait dans le même logement, je veux dire, ils vivent ensemble depuis près de 5 ans. Et l'autre jour, je lui ai dit, mais tu veux pas te marier ? Elle me dit, quoi ? Mais je lui dis, comment, écoute, quand même, si tu veux faire un enfant. Elle me dit, écoute, mamie, on fera un enfant plus tard, elle a 25 ans et elle attend d'avoir 30 ans, comme tout le monde. Et pourquoi on se marierait ? Tout le monde divorce. Fantastique de penser ça, alors qu'elle a un chéri. Mais son chéri, elle ne le regarde pas en se disant à 85 ans, je serai encore avec lui. C'est extraordinaire. Ça m'a saisi, parce que avant, quand on aimait, on disait c'est pour toujours. Maintenant, on relativise. Alors on se paxe au lieu de se marier. On se paxe pour que les enfants aient un statut juridique, puis on se marie parce que ça fait la fête. Mais alors le plus formidable, c'est que vous vous rendez compte que maintenant, la majorité des enfants, des premiers-nés, ne sont pas issus de couples mariés. La majorité, en France, 56% je crois, des enfants premiers-nés sont issus de couples non légalement unis. Et alors quand l'enfant naît, on se paxe. Et quelquefois, quand on a un peu de bien, on se marie, mais c'est strictement pour des histoires financières. C'est incroyable d'ailleurs. Ou alors pour faire la fête. Mais ça coûte cher la fête. Donc on aura des vies beaucoup plus... Vous savez, à un moment donné, quand j'étais jeune, on me disait il faut faire attention à ton premier job, parce que c'était un peu comme au Japon, on restait presque toute sa vie dans le même job. Plus personne aujourd'hui n'imagine qu'il va avoir une carrière dans une boîte de 20 ans à la retraite. On change de job, de truc. Hein ? Ah oui, à SNCF, on le pense encore. Mais justement, c'est ce qui crée la difficulté avec la société actuelle. Mais moi, je vois parmi mes jeunes diplômés, ils changent tous les 5 ans, tous les 8 ans. Alors qu'avant, on avait la médaille des vieux travailleurs. Et je crois qu'il y aura la même chose. Il y aura encore des médailles de vieux mariés. Mais la majorité aura des vies plus fluctuantes. On voit actuellement aux États-Unis une remise en cause des droits des femmes, en particulier au niveau de l'avortement. Comment analysez-vous ce phénomène dans une société le retour en arrière. Vous savez, j'analyse ça qu'il y a Trump qui est président des États-Unis. Ça prouve que les États-Unis ne sont pas un pays d'avancée sociale formidable. Ils sont très conservateurs. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a 30% des Américains qui sont, comment ça s'appelle,
les gens qui croient que Dieu a créé la terre. Créationniste. Créationniste, voilà, c'est le mot qui m'échappait. 30% des Américains sont créationnistes. Et vous ne voudriez pas qu'ils reviennent en arrière pour croire que Adam a pris une côte comme ça, l'a sortie, et c'est Adam qui a sorti une côte, oui, pour créer Ève. Bon, c'est Dieu qui a sorti une côte d'Adam pour faire... Oui, enfin c'est Dieu, oui, c'est vrai. Enfin bref, il y a encore ces gens qui croient qu'il y a 5000 ans, on a sorti une côte pour créer la femme. 6000. Alors évidemment, la femme, je crois que les Américains sont très réactionnaires souvent. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez évoqué avec beaucoup de sympathie et à juste titre l'évolution de la femme, sa libéralisation en quelque sorte et sa capacité à vivre une vie pleine et responsable. Vous avez évoqué les conséquences que ça avait, que ça aurait pu avoir au niveau du développement de l'homme aussi. Moi, ma question, c'est que dans ce contexte aujourd'hui de réorganisation et de libéralisation au niveau du couple, on se trouve dans des représentations parentales qui parfois sont troublées, où les adolescentes et les mères ont des comportements ou des intérêts à peu près identiques, et où les garçons et les frères se retrouvent dans la même situation. J'aimerais connaître votre point de vue au niveau de l'incidence de ça, au niveau de la relation parent-enfant et des représentations parentales que ça peut entraîner. Écoutez, je trouve que le jour où on a permis aux enfants de prendre la parole, on a considérablement compliqué les relations entre les parents et les enfants. Parce qu'il n'y a pas de truc, c'est infernal ce machin. Et je ne crois pas que ça soit lié au développement des hommes et des femmes, c'est lié au développement de l'enfance, qui est, oui, je n'en ai pas parlé, mais Dolto, mais Freud, mais tout ce courant qui à la fin du 19e et au début du 20e a tout d'un coup dit aux parents, vous savez, ce mec-là, il a le droit de vous adresser la parole. Et en plus, il faut que vous fassiez attention, hein, parce que il vous regarde et il pourra avoir des complexes toute sa vie. Et on nous a culpabilisés en tant que parents d'une façon remarquable. Je suis tout à fait persuadé qu'ils ont le droit de prendre la parole, mais je ne trouve pas que ça me simplifie la vie. Et ça, c'est pas dû au changement des femmes, c'est dû à ce phénomène précis entre la fin du 19e et, disons, 68, qui a été le summum de la prise de parole des jeunes, cette reconnaissance de l'enfance comme quelque chose d'important dans la vie des gens. Quand j'étais petite fille, les enfants ne parlaient pas à table. Vous vous rendez compte maintenant comment on fait? C'est les parents qui ne parlent pas à table. Et c'est vrai que ça a représenté un immense changement dans les relations. Moi, je trouve ça très bien pour les enfants, mais c'est vrai que c'est pas facile d'être parent. Et peut-être qu'à force de dire que c'est pas facile d'être parent, ça explique en partie ce non-goût des jeunes pour le fait d'être parent. Ça, je trouve ça dangereux. Ça, je trouve ça grave. Parce que si on ne fait plus d'enfants, on va... C'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, vous savez, les mamans américaines étaient des personnes l'âge emblématique et la famille. Et les jeunes femmes américaines commencent aussi, comme les nôtres, à dire « je n'ai pas tellement envie d'avoir un enfant » ou à 40 ans, peut-être. Et ça, c'est un des dangers actuels. Peut-être on peut éteindre la race humaine si les femmes n'ont plus envie de faire des enfants. Alors, est-ce que les hommes seront là pour leur donner l'envie renouvelée? Je ne sais pas. C'est le seul point vraiment préoccupant. On parle de droit à l'enfant. Que répondriez-vous à titre personnel à quelqu'un qui vous parlerait du droit de l'enfant? À un manifestant pour tous, par exemple, ou voilà, quelqu'un qui s'opposerait fermement à la GPA? Ah voilà. Non, ça c'est le droit à l'enfant. Oui. Oui. Mais non, il y a le droit à l'enfant et le droit de l'enfant. Oui, c'est les deux. Mais moi, je crois que la GPA pose tous les problèmes. Et ça, je crois, je vous l'ai dit, je me pose vraiment des problèmes de ces enfants à qui on ne pourra pas dire d'où ils viennent. Moi, c'est ce qui me frappe tellement dans la GPA. Imaginez un enfant qui a deux pères.
La GPA, ça n'est que pour les couples d'homosexuels hommes. Oui. Parce que les couples d'homosexuels femmes, il y en a une des deux qui fait un gosse. Quand l'enfant demande à l'âge d'où il vient, la mère est là et il saura très bien dans la vie que c'est sa mère ou que c'est pas sa mère. Tandis que le vrai problème, c'est le couple d'homosexuels. Donc, qu'est-ce qu'on dira à cet enfant? Alors, je pense que si on fait la GPA, moi je suis vraiment pas pour, mais si on fait la GPA, il faudra qu'il y ait le droit à 18 ans de savoir qui était la mère porteuse. Qui était la mère porteuse? Parce que pour l'instant, on ne le dit pas, là, dans les pays où la GPA existe. Alors, on vous donne toujours l'exemple de la si gentille sœur, dont la sœur est stérile, ou dont le frère est homosexuel et qui gentiment va porter l'enfant pour lui en faire cadeau. Mais c'est pas ça le fond de la GPA. C'est beaucoup d'argent et des cliniques entières qui se construisent pour fabriquer des enfants. On fabrique des enfants et des enfants qui ne seront en aucun cas élevés par... moi je trouve ça très très compliqué. Je crois pas on vous répond, mais on a droit à l'enfant. Moi, je ne crois pas à ça. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfant. C'est désolant pour eux, je suis très triste, mais je ne crois pas que ça soit un droit, l'enfant. C'est un choix. C'est pas la même chose. Comment concevez-vous, dans les couples divers et variés que nous connaissons aujourd'hui, connaissant les difficultés que l'on rencontre avec des enfants pour leur éducation, pour leur vie sociale, etc. Comment concevez-vous, comment peut se faire l'autorité parentale et est-ce que l'on doit partager, puisqu'il faut donner aussi la parole aux enfants, comment doit-on partager celle-ci pour qu'ils puissent aussi donner leur avis sans que cela fasse des éclats ou des guerres à l'intérieur du couple? Je vais vous dire, ces problèmes-là sont vrais et vous avez raison de les évoquer. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que vous pouvez avoir exactement les mêmes difficultés dans des couples de parents, les deux. Je veux dire, il ne faut pas croire que toutes les familles françaises sont dans une harmonie formidable entre le père et la mère pour élever les enfants. Il y a des gens qui sont ensemble, qui ont leurs enfants, et où il y a une atmosphère détestable à l'intérieur du couple. Je crois que tout dépend de la qualité des parents. Si les parents aiment leurs enfants, même s'il y a divorce, ils les aimeront chacun de leur côté et ensemble, et de plus en plus ensemble. Moi je vois, j'ai un de mes fils comme ça qui a divorcé, et l'autre jour, il a un de ses fils qui a eu 17 ans, il était divorcé depuis 4 ans à peu près, et il m'a dit, tu sais, on a réfléchi, on va dîner ensemble pour les 17 ans de notre fils. Et je l'ai vraiment félicité, je lui ai dit, voilà, c'est exactement ça le problème. Je n'ai pas été enthousiasmé qu'il divorce, j'ai trouvé ça dommage, j'aimais beaucoup la belle-fille. Mais qu'il retrouve une parentalité commune pour un enfant, tout ça, ça demandera des gens extrêmement raisonnables. Ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens. Mais on peut toujours rêver. Bien. Moi, je voulais juste dire une chose. Je ne suis pas pour psychologiser la vie, si je peux dire. Moi, ça m'énerve que quelqu'un rate un trottoir, tombe par terre, aussitôt on réunit comment ça s'appelle? Voilà. Moi, ça, j'ai pas. Mais par contre, parce que je crois quand même qu'il faut tenter d'aider à ce que les couples, à ce qu'on n'arrive pas à ce que l'asymptote ne soit pas la dissolution totale du couple. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas, dans le cadre de l'enseignement obligatoire, donner des bases psychologiques aux jeunes, d'autant plus qu'ils sont dans des mixtes, maintenant dans des collèges et lycées mixtes, pour justement choisir le partenaire. Oh, et l'amour. Ah ben, un psychologue, puisqu'ils sont là pour ça. Mais qu'est-ce que vous faites de l'amour?
On est sorti des mariages arrangés, mais alors maintenant, au lieu de les faire arranger par les marieuses de jadis, vous voulez les faire arranger par des psychologues. Non mais, mon pauvre ami, non. Alors, c'était pour recréer de l'ambiance. Écoutez, chers amis, je crois qu'on va clôturer. On vous remercie. On remercie d'abord bien Catherine et Christiane.